Bonjour, je suis Domitille et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Alors qu'elle aborde la trentaine et qu'elle devient maman pour la première fois, Delphine se questionne sur certains comportements étranges de sa mère. Après plusieurs longs mois de questionnement et d'exploration médicale, le diagnostic tombe. Non, ce n'est pas la crise de la soixantaine et ses fantaisies qui s'expriment là. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative rare pour laquelle aucun traitement n'est proposé. La dégénérescence frontotemporale, ou DFT, dérègle progressivement le comportement, la personnalité et le rapport au langage. S'ouvre alors pour Delphine un abîme. Comment appréhender le monde sans reconnaître celle qui nous est le plus chère, celle qui nous a portés et mis au monde, celle qui nous a éduqués et tout appris? Comment appréhender ses premiers pas dans la maternité sans pouvoir se confier, partager, compter sur sa mère? Elle aurait pu s'arrêter là, Delphine, et s'enfermer dans sa colère et son chagrin. Mais un sursaut de vie s'empare d'elle, déjà là, au creux d'elle depuis l'adolescence, le théâtre. C'est donc un virage professionnel qui lui ouvre une voie incroyable. Adieu la direction marketing, bonjour les planches, pour un projet naissant assez génial, l'écriture de son premier seul en scène, Martina dit je m'en fous, mise en scène par Karine Fellous. Seule en scène, Delphine prend plus que jamais la parole. C'est un cri qu'elle adresse au monde, celui de son incompréhension et de l'absurdité de cette maladie, celui de toutes ses certitudes qui s'effondrent, et puis celui de son incroyable tendresse vis-à-vis de sa mère et de leurs liens qui se retissent jour après jour. Elle a été sur les planches d'octobre à décembre 2022 dans un théâtre parisien. Et l'écho du public est unanime. Quel que soit notre parcours, nous sommes touchés en plein cœur. Quelle que soit notre expérience, sa pièce nous transperce. J'espère de tout cœur que son seul en scène continuera de vivre en 2023 et que vous aurez l'occasion de la découvrir sur scène. Mais pour le moment, place à l'épisode. Alors, je m'appelle Delphine Delatte, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 3 filles, je suis comédienne et formatrice à l'art de la parole. Et auparavant, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le marketing dans des grands groupes de cosmétiques. Et donc, du coup, on est en quelle année quand tu fondes justement ton activité freelance en tant que formatrice? J'ai démarré en 2019. D'accord. Après 15 ans passés dans le domaine du marketing. Voilà, c'est ça. C'est à la naissance de ma dernière fille, en fait. Voilà, j'avais l'impression qu'une page se tournait, l'approche de la quarantaine aussi. Enfin, tout ça c'est mis en place à ce moment-là. Donc, en 2019, tu fondes donc ta société. Ma société, voilà. Delphine Delatte Conseil. Tout à fait. Et un an après, en 2020, tu écris ton premier seul en scène, qui est un moyen, si je puis dire, de raconter ton histoire, de prendre la parole, et donc aussi de témoigner d'une certaine manière au sujet de la maladie de ta maman. Avant l'écriture de ce seul en scène, donc tu disais que le théâtre avait quand même une place dans ta vie assez importante depuis le collège, c'est ça ? Oui, c'est vraiment à ce moment-là. Enfin, et après, à l'école primaire, comme tout le monde, on joue. Les enfants, ils font ça toute la journée. Voilà, mais c'est au collège que j'ai commencé à prendre des cours au conservatoire. Et t'avais imaginé dans ta vie d'adolescente qu'un jour le théâtre ferait partie de ta vie de manière beaucoup plus importante ? Non, j'ai jamais osé, je me suis vraiment interdit ça, c'est-à-dire que pour moi c'était quelque chose de complètement inaccessible, pour lequel il fallait avoir énormément de talent, et puis je pense que j'étais dans une famille où on considérait que c'était pas une activité viable en fait, enfin, on pouvait pas gagner sa vie en étant artiste, donc je pense que j'ai même pas envisagé cette chose-là. En revanche, ce qui m'est revenu en mémoire en écrivant ma pièce, c'est que je me souviens très clairement que à ma dernière représentation au conservatoire en terminale,
À la fin de la représentation, je descends sur scène et je vais retrouver maman qui était venue me voir et qui me dit « T'es sûre que tu veux vraiment pas faire ça ?» J'étais très surprise parce que c'est pas quelque chose qu'on a regardé, quoi. Est-ce que tu veux faire une école de commerce, tu veux faire Sciences Po, tu veux faire je sais pas quoi, enfin n'importe, mais un truc, tu veux être avocate. Mais on n'a jamais pensé à des choses enfin. Ouais, c'était pas envisageable, quoi. Ouais. Quand tu écris ce seul en scène, tu racontes ton histoire entre la dimension artistique, purement artistique, de mettre en scène une partie de ta vie et l'exutoire aussi que permet l'écriture finalement. Il n'y a en fait presque qu'un pas. Tu dirais quoi, toi ? Que cette évolution entre le plaisir d'écrire et la dimension purement artistique et le fait que ça a un effet quasi thérapeutique aussi, d'une certaine manière ? Oui, c'est ça. Au départ, en fait, j'ai pas décidé d'écrire. C'est-à-dire que les premières pages, je pense que je les ai rêvées et que c'est vraiment mon inconscient qui les a façonnées. Et donc, il y a un moment où j'ai eu besoin de les écrire parce que je pense que ça m'obsédait la nuit et donc il fallait vraiment que ça sorte, quoi. J'ai montré ces premières lignes à ce qui est devenu ma metteur en scène, que je connais depuis plus de 10 ans, en lui demandant ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit, écoute, c'est intéressant, il faut que tu vois ce que tu peux en faire, mais c'est intéressant, c'est un bon début. Donc, ça m'a rassurée. En fait, elle m'a donné l'autorisation aussi d'écrire, je pense. Enfin, voilà. Mais à ce moment-là, quand tu vas la voir et que tu lui montres tes premières phrases, tes premières lignes, qu'est-ce que tu as dans la tête, en fait ? Tu te dis que peut-être ça peut aller plus loin ? Oui, je me dis que le sujet est quand même intéressant. Enfin, il y a 2 choses qui m'intéressent là-dedans. C'est que moi, j'ai toujours bien aimé tout ce qui est autofiction, que ça soit au théâtre, au cinéma, en littérature. J'aime bien lire l'histoire des gens. Et puis, la maladie de maman, donc, qui est une dégénérescence neurologique qui s'appelle la DFT, la dégénérescence du lobe frontotemporal. C'est une maladie qui est intéressante d'un point de vue narratif, parce que c'est une maladie qui dérègle complètement le comportement, donc il se passe des trucs complètement fous. C'est quand même amusant, stupéfiant, il y a plein de choses atroces, mais il y a aussi des choses qui sont... On peut se marrer aussi, quoi, de ça. Donc, pour ces 2 raisons, je pensais qu'il y avait un sujet, quoi. Une fois que le début a été posé de façon relativement facile, enfin, en tout cas au moment d'écrire, je suis passée à un vrai travail d'écriture, c'est-à-dire que j'ai réfléchi aux choses que j'avais envie de raconter, à la façon dont je pouvais les amener, à la structure, et puis je me suis vraiment enfermée pour écrire. Donc ça a pris plusieurs mois, en fait. Ça me prenait beaucoup de temps de me mettre dans une sorte d'état et tout, mais après, il y a des espèces de fulgurances, quoi. Alors ça marche pas du tout tous les jours, et voilà, mais donc voilà. Et donc c'est tout ça qui fait que, effectivement, tout ce cheminement a également été un travail, enfin quelque chose qui m'a permis de commencer à guérir aussi de la souffrance que j'avais eue avec cette maladie, quoi. Et finalement, pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de jouer sur scène et de rendre public, finalement, l'écriture de ta pièce ? Alors, jouer sur scène, c'est parce que moi, c'est mon mode d'expression, le théâtre. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à ça. Si j'avais, dessiné, j'aurais dessiné, je pense. Enfin, voilà. Mais je ne sais pas dessiner. Et après, public, je pense que c'est parce que pendant les premières années de la maladie, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement bizarre qui était très difficile à traduire, en fait. C'est-à-dire que je racontais un petit peu, mais voilà, les gens étaient un peu tristes pour moi, mais comprenaient pas, et je pense qu'ils mesuraient pas l'ampleur du truc, et donc je pense que j'avais besoin, enfin c'était un cri aussi. Tu choisis le titre de ton seul en scène, Martine a dit « Je m'en fous ». Comment cette idée de titre t'est venue et qu'est-ce qu'il exprime finalement ? J'ai passé beaucoup de temps à m'interroger avant et pendant l'écriture sur qu'est-ce que c'est cette maladie qui décale les gens, notamment ma mère qui était une personne très, à la fois très drôle, très fantaisiste et en même temps très soucieuse de l'image qu'elle renvoyait en société, qui nous a élevés, en tout cas qui m'a élevée de façon très classique, en insistant beaucoup, sur la politesse, sur la façon de se comporter, etc. Très soucieuse de ça, très exigeante. Et comment cette femme, à la fin de la cinquantaine, commence à dire des gros mots, dépenser de l'argent sans compter, commencer à envoyer promener les gens, pas envie d'aller travailler, on n'y va pas, on va chez le généraliste pour un oui ou pour un non, pour qu'ils nous mettent en arrêt. Enfin, ne plus se soucier des conventions sociales, de comment toute cette exigence d'une vie se délite de façon complètement inattendue.
Ça, c'est vraiment la chose principale. Enfin, c'est vraiment celle qui m'a le plus interpellée et qui est particulièrement compliquée pour un enfant. C'est-à-dire que je pense qu'après avoir écouté pas mal de témoignages aussi de personnes qui sont concernées par cette maladie, pour le conjoint, c'est une autre souffrance. Mais quand on est enfant et que la personne qui représente l'autorité, qui vous a expliqué tout ce qu'il fallait faire, qu'on avait le droit de faire ou pas faire, commence à ne plus respecter ses règles, c'est extrêmement déstabilisant, même quand on a déjà la trentaine. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai commencé à penser à Martine a dit je m'en fous, parce que ma mère s'appelle Martine, qu'il y a bien sûr toute la série des Martines, de Martine va au cirque, Martine fait du poney, et qu'il y a aussi également une pièce de Feydeau qui s'appelle Hortense a dit je m'en fous. Et dans Hortense a dit je m'en fous, c'est un peu ça, Hortense elle n'en fait plus qu'à sa tête. Et il y a un peu ça, c'est Martine n'en fait plus qu'à sa tête. Mais formulé comme ça, je trouvais ça plus drôle. Dans ton seul en scène, tu livres au début quelques contours de ton univers familial dans lequel tu grandis, avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie de ta maman. Combien de frères et sœurs tu as ? J'ai 2 sœurs, je suis l'aînée. Et donc l'année où les premiers symptômes de la maladie de ta mère apparaissent, toi, familialement, à ce moment-là, t'en es où ? Tu es en couple ? Est-ce que tu es mariée ? Moi, je suis mariée, mes sœurs sont célibataires. En tout cas, la prise de conscience, parce qu'au départ, les premiers symptômes, on est surpris, mais on ne pense pas à une maladie, quoi. Mais vraiment la prise de conscience, elle vient au moment avec l'arrivée de ma fille aînée. C'est là que ça commence, c'est-à-dire que maman qui avait toujours adoré les enfants, qui s'était beaucoup occupée de nous quand on était petite et qui m'avait toujours dit, et notamment depuis que j'étais mariée, qu'elle avait très envie d'avoir des petits-enfants et tout ça, ne s'intéresse pas du tout à ma grossesse, ou en tout cas s'y intéresse de façon très étrange. C'est-à-dire qu'elle est à la fois très fière de se dire qu'elle va être grand-mère et elle se dit que elle va faire plein de choses extraordinaires. Donc elle dit je l'emmènerai au théâtre comme si elle allait tout de suite avoir 8 ans. Bon, c'est très bizarre. Et en même temps, moi, elle me demande jamais comment je vais, si j'ai une échographie ou je sais pas quoi, alors que je suis vraiment la première de ses enfants à être enceinte, quoi. Donc étant donné la situation, c'est très surprenant. Mais à ce moment-là, je me dis pas c'est une maladie. Je me dis juste, je lui en veux en fait, de se désintéresser de ce qui m'arrive et de ne penser qu'à elle. Finalement, je la trouve très égocentrée. Et quand ma fille naît, c'est d'autant plus flagrant qu'elle ne court pas du tout à la maternité. Elle se trouve plein d'autres choses à faire, plein d'autres priorités. Elle met 10 jours à venir voir le bébé. Donc tout ça est très étrange connaissant ma mère, quoi. Et qu'est-ce que tu te dis, toi, alors, à ce moment-là ? Et bien encore une fois, je me dis pas elle est malade, je me dis elle est pas sympa. Et tu lui en parles ? Ou tu lui fais comprendre ? Oui, mais à ce moment, elle répond pas vraiment aux questions. C'est là que là aussi on s'est pas rendu compte, mais c'est là que rétrospectivement la maladie elle est déjà là. C'est-à-dire qu'on est déjà en décalage dans la communication. Elle répond déjà à côté. Elle est en boucle, elle radote. Et on se dit bon elle vieillit, elle pense qu'à elle, ça y est, elle fait la crise de la soixantaine, elle veut. Comme ces retraités qui vont passer leur retraite en Thaïlande et qui s'en fichent d'avoir des petits-enfants, ou voilà, on entend un peu des histoires comme ça. Je me dis, bon, sans aller à l'étranger, elle est dans son trip, quoi. Et en même temps, elle veut quand même garder ma fille. Elle me dit non, mais je la prends. Et moi, je me dis, je veux pas être une mère trop possessive qui veut confier son enfant en personne. Donc, je lui confie parfois. Et en même temps, à chaque fois, je suis en panique parce que ça se passe jamais très bien, quoi. Par exemple, elle a toujours fait beaucoup aimer faire la cuisine et toujours aimé faire des plats maison. Elle nous a toujours dit que quand on était petite, jamais on avait mangé un petit pot, qu'elle allait au marché acheter des trucs tout frais, nanana. Je confie ma fille, par exemple, à maman un week-end et j'arrive, elle a acheté 28 petits pots. Donc, c'est très étrange parce qu'elle a toujours dit que c'était pas des bonnes choses pour les enfants, etc. Et 2, elle a acheté beaucoup trop pour le temps qui reste, quoi. Elle oublie des trucs, ou elle prend trop de quantité. Rien n'est maîtrisé, en fait. Et donc, à ce moment-là, donc toi, tu mets ça sur le compte de la crise un peu de la soixantaine. T'en parles un petit peu à tes proches, avec tes sœurs, ou peut-être même avec ton mari ou ton père ? Oui. Du coup, bien sûr, on en parle avec mon mari, on se dit qu'il y a un souci. On en parle avec mon père en disant, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc, il me dit, t'inquiète pas, je suis là, c'est pas grave, mais non, c'est pas grave, rien. D'un côté, il essaye de me rassurer en me disant qu'il est là et il veut pas me. Et de l'autre, il pense que la situation est quand même sous contrôle et que c'est pas catastrophique, quoi. Et tes sœurs, qu'est-ce qu'elles en pensent ? Mes sœurs, elles sont un peu à l'étranger à ce moment-là, elles sont un peu moins présentes,
Mais effectivement, elles ont aussi des choses qui se passent de leur côté qui sont pas normales. Voilà, j'ai une de mes sœurs qui est célibataire et maman arrête pas de lui mettre la pression en disant mais tu vas avoir 30 ans, enfin il faut que tu trouves quelqu'un, et elle essaie toujours de lui présenter, de lui trouver des gens mais absurdes. Voilà, par exemple, elle lui dit mais mon coiffeur, il est célibataire, je vais te le présenter. Enfin, ça n'a aucun sens. Elle a une parole qui n'est pas la sienne, quoi, qui est pas sympa alors qu'elle était quand même plus délicate que ça. Et puis, elle trouve des solutions qui sont ubuesques, quoi. Donc là, on commence quand même un moment à croiser... on s'appelle avec mes sœurs, on se dit, mais elle m'a fait ça. Mais au bout de peut-être 1 an, on commence à accumuler les preuves et commencer à alerter un peu mon père, quoi. Donc cette année-là, l'année où tu es enceinte de ta première fille, tes parents travaillent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? Oui, alors mes parents travaillent. Mon père, il est ingénieur dans l'automobile. Ma mère, elle est conseillère d'orientation. Et comment ça se passe au travail pour elle ? Ça se passe mal, c'est-à-dire... Alors, on ne sait pas parce qu'on n'a que sa version des faits, mais ça se passe très mal avec notamment sa directrice, dont elle dit qu'elle la harcèle. Je pense que maman, de la même façon que chez nous, ça se passe mal à la fois dans ses relations et dans sa façon de travailler, j'imagine que dans un contexte professionnel, c'est d'autant plus gênant. Et puis les gens sont bien sûr moins tolérants qu'en famille. Donc j'imagine que ça se passe très mal, ouais. Après, elle est fonctionnaire, donc ça limite un peu la casse. Et puis surtout, petit à petit, elle commence à plus y aller. Elle est en arrêt maladie assez régulièrement. Au départ, parce qu'elle n'a pas envie d'y aller. Et puis très vite, parce qu'on voit qu'il y a un problème et que... de toute façon, c'est mieux comme ça, quoi. Et donc vous, à ce moment-là de votre vie de famille, quelles sont vos habitudes, vos traditions en famille élargie, si je puis dire ? Est-ce que vous avez une maison de vacances familiale ? Vous avez l'habitude de vous réunir ? Est-ce que vous avez la tradition du déjeuner dominical ? Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble ? Oui, souvent, c'est surtout maman qui nous invite à déjeuner le dimanche. Et c'est vrai que c'est là aussi où on voit que les choses commencent à partir complètement en vrille, quoi. Parce que, alors que donc maman a toujours adoré cuisiner, recevoir, faire des belles tables. Donc. D'ailleurs, tu l'évoques Oui. Au début de ta pièce. Justement, tu décris cette maman coquette, dynamique, oui. qui aime recevoir et qui, justement, ne s'en fout pas du tout, quoi. Non, pas du tout. De la façon dont elle reçoit les autres. Et c'est justement dans ces moments particuliers de rassemblement que tu évoques d'ailleurs avec pas mal de tendresse, qui sont les premiers bouleversés. Tu dis, ça a commencé quand les repas de famille sont devenus de plus en plus chaotiques. Qu'est-ce qui se passe alors pendant ces repas de famille concrètement ? Eh bien, rien n'est maîtrisé, c'est-à-dire qu'elle cuisine énormément de choses. Donc, elle envoie mon père, elle donne des listes de courses à mon père, mais extrêmement longues. Par exemple, elle veut faire des foie gras, mais elle n'arrive plus à surveiller les températures de cuisson, donc c'est raté. Voilà, elle fait cramer les casseroles. Elle est perdue, elle ne sait plus dans quel ordre prendre les choses, en fait. Et à ce moment-là, toi, ta fille aînée est née ? Oui, ça c'est quand elle est bébé, quoi. Donc on vient avec le bébé. Et c'est vrai qu'en plus, quand on a un bébé, en plus le premier, on est un peu stressé, on a bien que les repas soient à l'heure pour pouvoir être bien pour la sieste, que les choses s'enchaînent bien, parce que sinon c'est toujours un peu stressant. Donc rien n'est organisé. Maman sort de table, va réveiller le bébé au milieu de sa sieste, parce qu'elle avait envie de la voir. Donc le bébé hurle. Il y a plus d'harmonie, en fait. Il y a plus aucune harmonie. Et toi, comment tu réagis alors dans ces moments-là ? Extrêmement mal, c'est-à-dire que je me mets en colère, je l'engueule. Ce qui sert à rien, mais au départ, déjà, quand on ne sait pas que c'est une maladie, forcément, on s'énerve parce que c'est incompréhensible ce qui arrive, et puis c'est tellement énervant, quoi. Et tes sœurs t'emboîtent le pas ou t'as l'impression d'être un petit peu la seule à réagir sur ce mode-là, tu dirais quoi ? Oui, elles sont un peu moins là, et elles sont... Sur ces sujets, en tout cas, de repas, d'organisation, etc., elles sont moins... ça leur passe un peu plus au-dessus. Elles n'ont pas d'enfants, donc que le repas soit en retard, c'est pas grave. Limite, ça leur permet de dormir plus longtemps le matin et d'arriver elles-mêmes en retard. Tu dis un peu plus tard dans ta pièce que ça a aussi commencé quand elle a dansé seule devant toute la famille, ou quand elle a arrêté de nous appeler le dimanche soir pour savoir comment on allait. Donc les repas de famille qui partent en vrille, on en a parlé, mais effectivement, parfois on est juste mon père, une de mes sœurs, mon mari et moi, et mon bébé, et parfois on est plus nombreux quand il y a des événements. Et là, c'est encore plus visible, parce que maman, elle est très excitée, très heureuse d'avoir beaucoup de monde, et en même temps encore plus
désorientée pour préparer un repas parce qu'on est plus nombreux, c'est encore plus compliqué. Donc, elle met de la musique, elle danse, leur repas n'est pas prêt, c'est très bizarre. Et puis oui, dans les symptômes de sa maladie, il y a vraiment la perte de l'empathie, c'est-à-dire que peu à peu, elle se désintéresse des autres. Donc au départ, c'est le cercle plus large, donc ça s'est manifesté par le fait qu'en fait, elle voyait plus ses amis en fait. Et puis après, nous, elle continue à nous inviter, mais peu à peu, elle se désintéresse de nous. Donc effectivement, elle nous appelle plus pour savoir comment on va, alors que c'était son rituel de nous appeler le dimanche soir. Voilà, et quand pour le coup, j'annonce que je suis enceinte pour la 2e fois, là, elle est ça ne lui... Il n'y a pas de son, pas d'image. Elle a même plus une réponse sociale de « Ah, bravo », et puis à passer à autre chose, quoi. Parce que tu tombes enceinte, du coup, en quelle année de ta 2e fille ? En 2014, donc 2 ans après. Et donc, ce jour-là, quand tu lui annonces ta 2e grossesse, vous êtes où ? On est dans un restaurant avec mon père et mes sœurs. Je crois que c'est ma petite sœur qui revient d'Australie, donc c'est un moment assez joyeux, tout le monde est content. On a fait ça au restaurant parce que justement les repas à la maison ça devient trop compliqué. Et donc nous on est très heureux d'annoncer ça et en fait il se passe rien quoi. Maman elle ne capte pas en fait. Enfin elle a une autre compréhension des mots quoi. C'est-à-dire qu'elle est capable de dire oui, Delphine attend un bébé, mais ça ne lui fait ni chaud ni froid quoi. C'est comme je veux dire je suis venue en bus quoi. Et ce jour-là, alors, comment tu le vis, toi ? Là, hyper mal. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment dit à mon père, là, c'est plus possible, il y a vraiment quelque chose... c'est là où j'ai commencé vraiment à le secouer en disant, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Et c'est à ce moment-là que mon père me dit, t'as raison, ils partent en vacances. Et quand il revient en septembre, c'est là où on commence à prendre les rendez-vous avec les médecins, quoi. Donc ils partent en vacances du coup Voilà, c'est genre on la renonce juste avant l'été, ils partent en vacances et au retour là en septembre, on prend contact avec une neurologue et puis on commence à faire elle commence à faire ses examens. Et donc toi justement, tu décris bien cette succession finalement de comportements étranges et bizarres, en tout cas qui ne lui ressemblent plus, qui dans un premier temps sont mis sur le compte de la crise de la soixantaine, mais qui petit à petit quand même sèment le trouble. Ton papa, lui, vis-à-vis de cette succession d'événements, qu'est-ce qu'il en dit quand vous avez cette discussion-là avant qu'il parte en vacances l'été ? Il l'observe aussi dans sa vie conjugale Oui, papa, il veut surtout pas voir. C'est-à-dire que je pense que bien sûr il a été le premier touché, et en même temps, c'est celui qui l'a vu en dernier, parce que c'est celui à qui ça faisait le plus de mal, j'imagine. Il lui trouve toujours des excuses, et il me dit « T'inquiète pas ». Et quand il y a l'histoire de cette annonce, il dit oui, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle s'intéresse un peu plus aux autres, qu'elle était un peu renfermée. Et c'est pendant les vacances qu'il se rend compte que non, en fait, c'est pas que ça. Là, il est au quotidien avec elle, H24, il peut plus aller s'enfermer dans son travail, parce qu'à ce moment-là, il est encore actif. Et il voit bien qu'en fait, ça part complètement... que ça va plus du tout, quoi. Comment ça se passe, ces vacances, d'ailleurs ? Il y a des événements en particulier qui le font aussi prendre conscience Oui, ils partent en Italie comme ils aimaient faire, en voiture comme ça, un peu sans rien organiser. Et maman, elle est obsédée à ce moment-là par Jean-Paul II. Voilà, elle veut absolument aller sur la tombe de Jean-Paul II. Il y a plein de monde. Elle a des caprices comme ça, avec des espèces d'idées fixes. Donc, je sais plus, je crois que c'était dans les Pouilles, je sais pas, hyper loin. Et il faut absolument repasser par le Vatican. Et elle parle que de ça. Elle est comme un enfant, quoi. Elle a des idées fixes comme ça. Quand il se promène, hop, elle voit quelque chose, elle s'en va. Il n'arrive pas à la suivre, je pense. Donc, il rentre complètement exténué de ses vacances. Et voilà, et je pense que là, c'est la prise de conscience pour lui, quoi. Et donc, c'est dans ce contexte, justement, d'amplification que vous l'emmenez voir. Donc, c'est l'une de vos amies Oui, c'est une amie d'amis qui est neurologue. Qui est neurologue, d'accord. Alors, comment ça se passe donc, elle vous reçoit, en tout cas, elle reçoit ta mère, ouais. Et peut-être aussi ton père. Oui, voilà, ils y vont tous les deux. Moi, je ne vais pas au rendez-vous. Ouais. Comment ça se passe concrètement ? À ce moment-là, elle sent effectivement qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et elle les oriente vers l'hôpital, en fait, pour passer une série d'examens. Après, c'est une maladie qui se détecte à la fois par des examens vraiment techniques, mais aussi l'examen clinique, c'est-à-dire que c'est vraiment la discussion avec l'entourage qui permet aussi de déterminer
ce type de maladies qui sont liées au comportement. Donc si on ne connaît pas, c'est d'ailleurs pour ça que dans la pièce, je raconte mon enfance, parce qu'il faut connaître le point de départ pour savoir que la personne est malade. Le fait d'avoir un langage familier, il y a des gens qui ont toujours eu ce langage familier, et donc ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, alors qu'une personne qui a eu un langage plutôt soutenu, qui se met à dire « ça me fait chier », alors devant quelqu'un qu'elle ne connaît pas, peut être un signe, un symptôme de la maladie. Voilà. Donc, combien de temps s'écoule justement entre cette première consultation et le moment où le diagnostic est posé ? C'est long parce que le premier rendez-vous, il a dû être à l'automne et le diagnostic, il est au mois de juin de l'année suivante. C'est plus de 6 mois. En fait, ils procèdent par élimination. Au départ, ils font IRM, scanner. Ils éliminent. Je me souviens qu'à Noël, ils éliminent la tumeur. Donc, mon père est soulagé. Il me dit c'est bon, elle a pas de tumeur au cerveau. Elle est pas malade. Il y a quand même toujours les symptômes. Et après, ça leur prend un certain temps pour continuer les examens. Et pendant ces plusieurs mois, comment tu te sens ? Comment tu le vis, ce moment un peu d'attente et d'exploration Là, c'est dur parce qu'on sent bien, parce que les symptômes se développent, et 2, parce qu'on voit bien qu'avec les examens qui avancent, on voit bien que la maladie est très grave et que le sujet va être lourd, quoi. Donc, c'est des mois qui sont très difficiles. Oui. Et quand tu dis que vous pressentez que c'est grave et que c'est lourd, parce que c'est les médecins qui vous le disent ou qui commencent à vous préparer Oui, parce qu'après, ils tâtonnent, mais ils comprennent assez vite que c'est une maladie neurodégénérative. Ils commencent à nous dire des choses. On voit bien que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter là. Et comment elle le vit d'ailleurs, ta maman, ses examens, ses rendez-vous Très bien, dans la mesure où elle ne se rend pas compte qu'elle est malade, et pour elle n'est pas malade. Et très mal parce que du coup, elle n'a pas du tout envie d'aller à l'hôpital, que les médecins l'embêtent. Voilà, ça la saoule en fait. Notamment, ils veulent lui faire une ponction lombaire, etc. Donc ça, elle hurle, elle veut pas. Mais en même temps, elle n'a pas d'angoisse comme quelqu'un qui en annonce qu'il a un problème au cerveau. Normalement, c'est une des choses les plus paniquantes, je pense, qui existent. C'est une des maladies les plus inquiétantes qui puissent exister, quoi. Donc elle n'a pas du tout cette panique-là. En revanche, elle s'invente des maladies. Voilà, elle dit qu'elle a des palpitations au cœur, elle va plusieurs fois voir un cardiologue, un peu d'hypocondrie, et en revanche, pas du tout d'inquiétude par rapport à sa vraie maladie. Et donc toi, pendant cette période, justement, où il y a toute cette exploration médicale et où ils cherchent à poser un diagnostic sur ce qui se passe, dans ton lien à elle, comment ça se passe ? Vous voyez ? Oui, je pense qu'on continue un petit peu à la maison, mais on fait plutôt des choses chez nous, je pense, pour que ça soit plus simple en termes d'organisation. C'est-à-dire plus simple, parce que du coup, c'est toi qui maîtrises, qui a la main sur la préparation du repas. Exactement. D'accord. Voilà, et elle, à ce moment-là, je me souviens qu'elle est encore venue me voir seule. Elle arrive encore à prendre les transports en commun toute seule. Donc oui, on se voit encore un petit peu. Elle est quand même, elle aime quand même bien les bébés, donc elle est quand même contente de venir, mais elle est déjà dans sa bulle, quoi. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez, alors justement, quand elle vient te voir et qu'elle vient te rendre visite pour voir aussi ta fille Soit on va déjeuner ensemble, soit elle, je sais pas, emprunter, ou voilà, on marche un petit peu, on fait une petite promenade en poussette. Puis d'un coup, elle part, parce que voilà, elle a une autre idée. Et qui t'annonce alors le diagnostic ? Moi, c'est mon père qui m'appelle. Il me dit le nom de cette maladie qu'on connaît pas, quoi. En fait, oui, mais ça met un mot sur ces années bizarres. Voilà, et puis il me dit qu'en fait, il y a pas de solution, quoi, il y a rien. Qu'est-ce que les médecins, justement, vous expliquent alors ? Ils vous disent qu'en fait, il n'y a pas de choses concrètes à proposer et que le propre de la maladie est que ça va se déliter petit à petit. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai la version de mon père, donc qui est la version la très courte par rapport à eux. Je crois qu'ils ont passé du temps avec, à la fois avec maman, à la fois avec papa, tous les deux. Il explique les symptômes, l'évolution, et puis le fait qu'en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de traitement. Et que la seule chose à faire, c'est d'être patient et de surtout pas la braquer, en fait, de pas aller contre elle. C'est quelque part un soulagement, puisque après ces mois et voire ces années de questionnement et d'errance, on comprend un peu... Tu mets du sens, quoi, sur... Exactement. C'est quand même important.
En revanche, c'est pas très réjouissant parce que on peut rien faire, quoi. Donc ça, c'est très difficile pour moi de dire bon, on est en train de, c'est la chute libre. On peut même pas essayer, même si un truc qui aurait que 1% de chance de marcher, mais qu'on va quand même essayer de faire. Il y a rien à faire, quoi. Et en plus, on doit subir tout ce comportement qui est extrêmement fatigant au quotidien et l'accompagner avec le sourire là-dedans, quoi. Donc c'est très très bizarre. Est-ce que les médecins vous conseillent des choses, émettent des préconisations sur la façon d'aménager la vie autour de tout ça ? Enfin, qu'est-ce qu'ils en disent ? Vous êtes lâchés avec ce diagnostic et d'une certaine manière, c'est un peu débrouillez-vous ou il y a quand même un encadrement, un suivi J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de suivi et en même temps, c'est pas moi qui ai fait le suivi, c'est mon père et je pense qu'il avait pas non plus, enfin à partir du moment où on lui a dit il y a pas grand-chose à faire, je pense qu'il a été lui-même tellement abattu qu'il a pas non plus cherché tout de suite de l'aide, quoi. Parce que moi, quand du coup mon père me dit ça, je me jette sur internet, j'essaie de comprendre ce que c'est et je trouve très peu de choses, quoi. Donc par le site de l'association France DFT, qui est quand même une bonne source d'information, mais sinon je suis obligée d'aller sur des sites américains. Je trouve sur internet une Australienne qui s'occupait de son mari, qui a mis en place tout un système avec des activités, je sais pas combien d'activités par jour, de 20 minutes. Enfin, j'essaye de trouver des choses auxquelles me raccrocher, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et tu évoques aussi ce déjeuner en terrasse, quelque temps après l'annonce du diagnostic avec ta mère, et tu décris justement ce décalage entre sa non-conscience de la maladie et toi, ton effondrement et le désespoir dans lequel tu te trouves à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle, ça ne la panique pas du tout d'avoir des troubles neurologiques. Et elle sait bien qu'elle va voir un neurologue. Et oui, j'ai une maladie, il me dit ça, mais faut pas vous inquiéter. Elle n'est pas inquiète. Comment est-ce que tu vis tes premiers pas de maman, toi, dans ce contexte ? Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu ressens ? C'est sûrement le point le plus douloureux pour moi, parce que le démarrage de la maladie de maman, en tout cas, les premiers symptômes, les premiers questionnements, les premiers examens, le diagnostic tombent au moment où moi je deviens mère. Et donc, c'est ma plus grande déception. C'est vrai que moi, j'aurais adoré partager ça avec ma mère, j'ai pas pu le faire. Et je vois mes amies, dont la plupart, alors elles n'ont pas toutes des bonnes relations avec leur maman, etc. Mais c'est vrai que la plupart des mères viennent comme elles peuvent, s'occuper du bébé pendant que la mère se repose, quand le bébé fait pas ses nuits. La relation grand-mère, petit enfant se met en place, ce qui, nous, n'est pas possible. Enfin, en tout cas compliqué. Finalement, il y a une relation qui va se créer, mais qui n'est pas celle que j'aurais imaginée. Et avec qui tu peux parler de tout ça, justement, de ton chagrin, de ta tristesse ? Sur qui tu peux compter, dans le fond, à ce moment-là de ta vie ? Je suis entourée, je parle avec mes sœurs, je parle un peu avec mon père, je parle bien sûr avec mon mari, avec mes amis. Et en même temps, je me sens quand même très seule. Enfin, c'est quand même une souffrance qui est difficile à partager et qui doit être vécue, je pense, aussi seule, quoi. Donc je suis entourée, j'en parle beaucoup. Enfin, j'ai l'impression d'en parler beaucoup, j'ai beaucoup besoin d'en parler. Mais voilà, ça suffit pas, quoi. À un moment donné, dans ta pièce, tu dis il faut profiter des bons moments, mais il n'y en a pas. Viens passer 48 heures avec elle et dis-moi où ils sont les bons moments. En fait, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit que c'était un peu comme un cri de colère et d'incompréhension, et notamment l'incompréhension face à ce qui se passe, mais aussi l'incompréhension des autres, finalement, qui ne comprennent pas forcément ce que vous vivez en famille et ce que tu vis toi. Donc, et là, tu viens de l'exprimer en disant je suis entourée, mais en fait, je suis seule, quoi. Oui, c'est sûr que notamment tous ces moments familiaux deviennent très pénibles, quoi. Donc, on se retrouve souvent en Normandie, parce qu'entre-temps, mes parents ont acheté mon père, du coup, a acheté une maison là-bas. Et donc, moi, j'ai mes petits bébés, mes filles qui sont petites, quoi. Et je suis épuisée parce qu'on arrive, il faut faire les courses, il faut préparer le repas, maman vient, elle rallume le feu, elle éteint le feu, elle va lancer la cuisson, du poulet, mais au milieu de la nuit. Elle prend des bains, mais on a peur que l'eau déborde. C'est le bordel tout le temps, quoi. C'est tout le temps le bordel. Et alors qu'on aimerait
Quand on revient chez ses parents, même quand on est adulte, je pense qu'on est content de retrouver un peu sa place d'enfant, même si, bien sûr, on aide, et voilà, mais on est quand même content qu'on s'occupe un peu de nous, surtout quand on devient parent, qu'on est un peu fatigué de ça, on aimerait bien pouvoir se reposer sur quelqu'un et pas se poser de questions. Et en fait, on doit tout faire comme à la maison, bon, mais surtout, on doit en plus pallier le bazar qu'elle met, de rappuyer sur le micro-ondes 40 fois, les choses explosent dans le micro-ondes toute la journée. Enfin voilà, il se passe plein de choses complètement folles. C'est tout le temps le bazar. À table, elle se lève 40 fois, mon père va la rechercher. On peut pas avoir un repas serein, on n'a plus de discussion. Parce que, à part lui dire reviens, repars, elle est où, est-ce qu'elle est partie, ah mince, est-ce qu'elle a encore lancé le four, est-ce qu'elle a encore... C'est tout le temps le bordel. Et donc, on ne passe pas de bons moments, non. Et justement, dans ce contexte, avec tes sœurs, avec ton père, avec ton mari, est-ce que tu as l'impression que vous faites équipe face à ça, vous vous sentez soudés, ou est-ce qu'au contraire, justement, c'est difficile de tenir le cap familialement dans ce contexte ? Tu dirais quoi ? Non, c'est difficile. C'est-à-dire il y a énormément de tensions. Chacun vit les choses différemment. On reste soudés parce que voilà, on ne s'est pas séparés, voilà, arrêté de se parler. En revanche, il y a beaucoup de tensions. Moi, je trouve que mon père est justement trop dans le déni et tarde à mettre en place des choses. C'est-à-dire que pendant la semaine, maman elle est toute seule à la maison, mon père part travailler et elle est beaucoup seule. Voilà, je trouve qu'il est toujours un peu en retard dans les choses à mettre en place pour accompagner maman. Et il décide finalement assez tard de la mettre dans un EHPAD, alors que lui, il est complètement épuisée et que même pour elle, je pense que c'était quand même pas très bon de rester seule. Heureusement, il ne s'est jamais rien passé, mais je pense pas que c'était une très bonne chose de rester seule à la maison, quoi. Et avec tes sœurs, tu vis des tensions aussi Ça arrive parce qu'on n'a pas forcément la même vision. Après, on a chacune un peu notre rôle à jouer. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt rentrer, m'énerver avec mon père, lui dire « faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça », et je le secoue, quoi. Mes sœurs, elles vont avoir chacune un rôle un peu différent. Il y en a une qui va plutôt... elle, quand elle y va, elle considère qu'elle est là pour lui faire du bien. Donc, elle rentre pas en conflit avec lui et elle l'emmène se promener. Voilà. Enfin, chacune trouve un peu sa place, quoi. Tu évoques tout à l'heure l'EHPAD dans lequel ta mère se trouve aujourd'hui. En 2018, donc, elle quitte le domicile conjugal pour aller vivre dans une unité spécialisée. Donc, il y a, entre le diagnostic et le moment où elle va dans cette EHPAD, il s'écoule 3 ans. Toi, comment est-ce que tu le vis ? Pour moi, c'était un soulagement. Et ça faisait longtemps que j'encourageais mon père à le faire. Donc, je le vis bien. Je pense que c'est une bonne chose. Elle avait fait quelques séjours de répit et on avait vu que ça se passait bien, même si, bien sûr, c'est pas parfait. Et voilà. Et elle y était déjà allée plusieurs fois pour 3 semaines ou 1 mois, parce qu'une fois, mon père a dû se faire opérer. Une fois, pour différentes choses, pour que mon père puisse se reposer, quoi. Je le vis bien. À la fois, c'est terrible parce que c'est jamais très gai d'aller voir quelqu'un, de voir quelqu'un arriver dans ce type d'établissement. Que l'endroit est, c'est toujours un peu glauque, je trouve. Et puis que maman, elle est hyper jeune. Elle a plutôt 20 ans d'écart avec voire plus, quoi. 30 ans avec les gens qui sont là. Donc le décalage, et c'est la seule de cet âge-là. Donc le décalage, il est vraiment flagrant. Et donc ça met un peu en lumière vraiment cette différence d'âge, c'est aussi assez frappant. Ça la remet dans une collectivité, alors que c'est quelque chose qu'on a vécu vraiment dans une structure familiale très limitée. Elle voit plus beaucoup de monde, il y a plus beaucoup de monde qui vient la voir et tout. Donc c'est vrai que la remettre dans un groupe comme ça, c'est assez frappant. C'est douloureux, mais en même temps, c'est un soulagement. C'est-à-dire que du coup, on sait qu'elle est en sécurité. Elle le vit hyper bien, on la dépose. À aucun moment, elle se met à pleurer ou à exprimer l'envie de partir, quoi. Donc déjà, ça, c'est hyper facile. Et puis tout le monde revit, en fait. Voilà, la maison est calme, tout est sous contrôle, on retrouve la paix, quoi. Et est-ce que ton père, du coup, lui est... Alors, vous êtes là pour l'entourer, évidemment. Est-ce qu'il peut compter sur ses amis ? Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui est resté pour l'entourer. Mais en revanche, il a quelques personnes de sa famille et de ses amis qui sont extrêmement présents, quoi. Donc, il a des personnes solides sur lesquelles compter. Pas beaucoup, mais très solides.
Donc elle est placée dans cette EHPAD en 2019. Comment vous vous organisez pour aller la voir ? C'est plutôt un relais ? Vous y allez ensemble ? Toi, tu y vas avec ton mari, tes filles ? Ou est-ce que tu y vas avec tes sœurs ? Non, on essaye plutôt d'étaler les visites. C'est-à-dire que pour le coup, quand on vient, nous, c'est plutôt les week-ends ou pendant les vacances. On y va à ce moment-là et mon père, il va plutôt la semaine. Enfin, que lui, ça lui fasse aussi un peu de répit aussi par rapport à ça. Et non, donc on n'y va pas trop ensemble. Donc 2019, effectivement, on va beaucoup... c'est nous qui y allons. Après, c'est des moments un peu particuliers parce qu'on y va, mais on ne l'intéresse pas. Donc, On y va, c'est-à-dire toi, ton mari, tes filles ? Oui, c'est ça. Et donc, quand vous y allez, t'as l'impression de ne pas l'intéresser ? Oui, c'est ça, parce qu'on discute plus, elle nous reconnaît, mais on l'intéresse qu'à moitié. Donc souvent, on arrive, on met du temps elle n'est pas forcément dans sa chambre, elle nous voit, elle nous dit « Ah, bonjour !» Mais puis elle s'en va au bout de 5 minutes. On se dit elle est partie où, puis en plus elle trace quoi, elle marche comme quelqu'un qui a une idée fixe et tout, donc on lui court après dans les couloirs. Donc mes filles sont toutes petites, 2019 j'en ai une qui a 1 an, donc une dans les bras, il y a la poussette, ça tombe au milieu du goûter, donc au début c'est un peu chaotique, et puis petit à petit en fait on commence à comprendre un peu comment ça marche, et donc on vient mais avec je prépare des choses pour les enfants et on se met à côté d'elles et je leur raconte une histoire, on prend le goûter, on joue au jeu de loi ou n'importe. Et du coup, maman, elle reste un peu plus dans ces cas-là. Et puis si elle s'en va, c'est pas grave parce on vient plus que pour elle en fait. On vient jouer à côté d'elle, on vient faire quelque chose à côté d'elle. Et à partir du moment où je comprends ça et je rentre dans cette logique, ça se passe beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas les mêmes... c'est pas on va visiter une malade, on lui parle 1 demi-heure et puis on s'en va. Ça marche pas avec elle. Donc c'est pour ça que je m'adapte comme ça. Et ça fonctionne assez bien. Et petit à petit, du coup, elle s'enfuit plus, elle reste à côté de nous. Je commence à mieux comprendre comment on peut l'intéresser, quoi. Et tu évoques à un moment donné dans ta pièce justement ce binôme de soignantes. Je crois que tu t'en vas ou tu es sur le parking, tu t'apprêtes à repartir et tu croises ce binôme de soignantes qui complimente ta maman sur sa nouvelle coiffure. Et tu dis quelque chose d'un peu particulier, tu dis que ça te fait basculer, que ce moment-là est très particulier pour toi. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Toute cette période où je commence à comprendre, à m'adapter moi et arrêter de vouloir qu'elle s'adapte moi à ma vision de la visite en EHPAD, de la grand-mère, Et effectivement, j'ai beaucoup observé comme ces auxiliaires de vie là, qui travaillent dans l'EHPAD, qui ont quand même... il y a une ambiance, elles font des blagues, elles parlent assez fort en général, elles mettent de la musique. C'est toujours assez joyeux, je pense, parce qu'il faut apporter de la vie dans cet endroit qui est un peu sinistre. Et donc, effectivement, un jour, je suis allée voir maman, je repars, et il y a deux aides-soignantes qui sont sur le parking, qui fument une cigarette et qui me parlent de la coupe de cheveux de maman. Et ils me disent « Ah là là, mais elle est canon, comme ça, mais elle est magnifique !» Alors que pour moi, je trouve que ma mère ne ressemble plus à rien, parce que physiquement, elle fait moins attention à elle que le fait d'être rentrée en plus dans un établissement comme ça, on rentre dans le pratique, Et leur vision à elle m'interpelle. Et je me dis, je mets leurs lunettes, quoi. Tu racontes justement que ce moment-là, où elle s'émerveille en fait de la coiffure de ta mère, émerveillement qui a complètement disparu pour toi, ça te réveille quoi. Et tu expliques que tu te mets justement aussi de manière concomitante à cet événement, à l'observer, comme pour mieux la comprendre, comme pour mieux l'apprivoiser. Et ça, c'est quelque chose qui est du coup nouveau, si je comprends bien, dans votre lien, quoi. Oui, je pense que c'est en fait... à la fois, j'ai fait le deuil à ce moment-là de ce qu'elle serait pas, en fait. De ce que j'avais imaginé qu'elle serait et qu'elle n'a pas pu être. Mais au lieu juste de penser à ce qu'elle n'était pas, penser à ce qu'elle était encore et voir la vie qu'on pouvait encore y trouver, quoi. Et c'est justement dans ce contexte où tu es délestée de la logistique, parce que tu racontes à quel point aussi, justement, la vie chez vous, la vie chez elle est devenue insupportable pour toutes les raisons pratiques que tu décris, toutes ces scènes, tous ces repas chaotiques. Là, il n'y a plus tout ça. Et donc, tu peux enfin te laisser emporter par les petites choses simples. Oui, pour nous, ça a vraiment été la solution qui a permis de sortir de ce tourbillon de folie là, qui emportait le quotidien et donc tout le monde avec elle.
pour pouvoir se concentrer sur ses moments de vie, se remettre à son niveau à elle et essayer justement de trouver des bons moments, en tout cas passer du temps ensemble. Et finalement, quand on a commencé à arrêter de lui courir après dans les couloirs et à plutôt s'installer dans sa chambre et faire un jeu calme et lire une histoire, elle est revenue. Changer vraiment de prisme, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes faire avec elle, du coup ? Soit quand on est toutes les deux, soit après avec ce que je trouve le plus beau, c'est avec les enfants, quoi. Parce que eux, ils ont pas nos barrières. Et puis maman, en fait, ils l'ont toujours connue comme ça, donc pour eux, c'est pas un problème. Je pense que les enfants, ils ont moins de problèmes avec le handicap que nous, donc voilà, elle est comme ça, quoi. Moi, je me souviens d'une de mes filles qui va voir, je sais pas, elle va avoir 3 ans, 3-4 ans, elle va voir maman, elle lui pose une question, elle lui montre un livre, elle dit je sais pas exactement ce qu'elle lui demande. Et puis maman ne répond pas, parce qu'elle répond pas. Et ma fille revient en me disant, elle boude, mamita, elle boude. Mais ça lui passe au-dessus, enfin, y a pas elle s'énerve pas, quoi. Aujourd'hui, le théâtre, la scène, ça permet de t'exprimer et de crier aussi ce qui peut-être bouillonne ou a bouillonné à l'intérieur de toi. Aussi peut-être parce que c'est le bon moment et que ça prend du temps finalement de trouver le bon moment pour dire tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du fait que ça arrive maintenant ? J'ai écrit une fois que justement j'ai commencé à remonter la pente, à voir des choses belles là-dedans et à me projeter vers un futur, parce que il n'a jamais été question pour moi d'écrire quelque chose qui soit glauque, qui ne soit que souffrance et amertume, quoi. Enfin, il y a pas de... Pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. L'objectif, c'était quand même d'apporter un peu de lumière, même si c'est assez léger. Mais... Et finalement, qu'est-ce que cette épreuve change dans ta vie et dans ton lien aux autres ? Tu dirais quoi ? Dans ma vie, ça a quand même changé beaucoup de choses, parce que c'est ce qui explique quand même pour beaucoup mon changement de vie professionnelle. Et puis, oui, de façon plus générale, d'être plus dans une vérité, dans ma vérité, et pas que dans des projections sociales, quoi. Enfin, être moins dans le paraître, je pense. Tu m'avais dit, il se passe quelque chose d'un petit peu paradoxal, c'est que finalement, si tout ça n'avait pas eu lieu, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et à un moment donné, je crois que tu l'écris même dans ta pièce. Tu dis, la maladie de maman, ça m'a laissé la possibilité aussi d'exprimer ce que je suis aujourd'hui. Oui, c'est un cadeau, c'est-à-dire que finalement... C'est aussi pour ça, Martine a dit je m'en fous, mais finalement, c'est aussi un peu moi qui ai décidé de m'en foutre et de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, le fait finalement qu'elle s'en foute, même si c'était pas forcément très décidé, m'a permis moi aussi d'évoluer vers quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et de m'en foutre. Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve tous les 15 jours pour un nouvel épisode.